Tout au long de cette quête sur les métis d'aujourd'hui, les gens m'ont confirmé que plusieurs familles avaient caché leur identité métisse. Pour de nombreuses familles, les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Mais bien des choses ont changé depuis. La plupart des jeunes de ma génération ne sentent plus le besoin de cacher leurs racines métisses. De nos jours, mes semblables et moi, nous exprimons ouvertement et fièrement notre héritage métis. Mon nom est Amy Craft et je suis métisse de la Rivière-Rouge. Je pars à l'aventure pour rencontrer d'autres personnes qui s'identifient comme métisses. Qu'est-ce que je vais retrouver sur ce chemin? Je veux découvrir leur monde, comment ils vivent, comment ils se voient. Je veux entendre leurs histoires et explorer comment ils se définissent. Aujourd'hui, je vais rencontrer Stéphane Dandeneau, un métis du Manitoba et quelques membres de sa famille. Chacun d'entre eux prouve à leur façon qu'aujourd'hui, la culture métisse est en plein essor, et ce, malgré les difficultés du passé. Stéphane a fait des recherches sur les métis et il veut me faire part de ses conclusions. Alors, comment tu la vis, ton identité métisse ici? Mais je pense que je la vis dans tout ce que je fais, puis dans tout ce que je pense, puis dans toutes mes valeurs. Je pense que c'est vraiment la façon que je la vis un peu plus philosophiquement plutôt que pratiquement. Mon travail est en lien avec les métis. Alors, je pense que c'est une façon pour moi d'un peu vivre mon métis dans le sens que je travaille avec les métis pour voir un peu, mais ça donne que mon projet, c'était sur la résilience des métis. Alors, ça, c'est peut-être une autre façon. Il y a une chose, par contre, c'est... j'ai très tendance à faire du tricotage puis du tissage à la main. OK. Et puis, comme des tourtières, des choses. Je sais pas si c'est comme implicite, je sais pas si c'est inconscient, mais j'ai vraiment... Comme mes grands-mères, mes deux grands-mères faisaient beaucoup de choses, comme des éclairs dans la popote de la cuisine. Alors, dans les dernières quelques années, j'ai vraiment eu le goût de retourner puis de réapprendre, ou d'apprendre ce que mes grands-mères ont fait. Que ce soit conscient ou non, je sais pas, mais peut-être c'est une des façons que je fais. Alors, est-ce que tu réussis à te trouver une communauté métisse ici à Montréal? Pour te dire la vérité, non. Je me sens pas comme si j'ai besoin de trouver une communauté pour qui je suis. Disons que je suis pas à la quête d'une communauté métisse. Stéphane est professeur de psychologie sociale à l'Université du Québec à Montréal. D'une amitié ou d'une relation. Dans le cadre de ses recherches postdoctorales, il a participé à un projet sur la résilience des peuples autochtones au Canada. Il s'est surtout attardé sur la résilience de sa propre communauté métisse au Manitoba. Pensez à des millions d'exemples où Stéphane a interrogé des personnes appartenant à 3 générations. Il leur a posé 2 questions qui, à ses yeux, étaient essentielles. Qu'est-ce qu'on demandait à ces gens-là? On leur demandait essentiellement à quoi avez-vous fait face et puis comment tu t'en es sorti. Essentiellement, grosso modo, on posait 2 questions. Alors, qu'est-ce que ces gens vous ont raconté? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les thèmes qui ont ressorti, c'est la pauvreté. Les métis, c'était les pauvres des pauvres. C'était pauvre comme la gale, comme certaines personnes disaient. C'était reconnu comme, ben, tu sais, ce monde-là, là, cette famille-là métisse, là, c'était vraiment, vraiment pauvre. Puis ça, c'était les grands... C'était surtout les aînés qui parlaient de ça. Avec les générations, la pauvreté a beaucoup amélioré. Le deuxième challenge, c'était la discrimination, le racisme. Encore là, c'était quelque chose un thème qui lie les 3 générations, dans le sens qu'il y avait beaucoup de discrimination. Ensuite, là, il y avait moins de générations avec les parents. Puis ensuite, là, très peu, si pas aucune discrimination pour les enfants. Même qu'il y a des jeunes qui disent, ben écoute, moi, là, tu sais, je me trouve cool d'être métisse parce que quand je me dévoile, là, il y a du monde qui dit « Ah, cool! » Puis là, toi, ainsi de suite. Alors, c'est vraiment l'opposé de ce que nos grands-parents auraient vécu. Alors, les métis que vous avez interviewés ont vécu en commun la pauvreté et la discrimination. Est-ce qu'il y a autre chose qui les lie comme groupe? Oui, une chose aussi qu'on avait trouvé très intéressant dans, disons, les challenges ou les défis, c'est en fait un challenge qu'on vit encore aujourd'hui. C'est que nous autres, on a libellé une peine identitaire non résolue.
Alors, les grands-parents, nos grands-parents, ont parlé du fait que, ben, on vivait qui on était, puis on se cassait pas la tête, puis c'est qui. Nos parents, eux, se sont fait cacher le fait qu'ils étaient métis. Parce que souvent, les grands-parents, ils se taisaient, ils se fermaient la gueule pour éviter la discrimination, pour éviter la ségrégation. On me dit, déjà que tu parles français, ferme ta gueule. En plus d'être métis puis français, wow, là, t'as une minute là. Alors, les parents, eux autres, ils ont été un peu... Ils ont manqué de... Ils ont eu cette pauvreté culturelle dans le sens que ils n'ont pas été explicitement dit qui ils étaient. Cependant, moi, bien, ce qu'on pense, là, c'est que ça a été reformulé dans d'autres termes. Alors, ce qui était métis est devenu canadien-français. Ce qui était métis est devenu canadien. Ce qui était métis des traditions, des choses, des façons de faire, on l'a juste relibellé pour pas être aussi flagrant puis pour pas être aussi explicitement vu. Les parents, ils étaient un peu confus. Bien, ils étaient très confus. Puis ils ont transféré cette confusion à nous, notre génération. Alors là, c'est pour ça qu'on trouve ça que c'est une peine identitaire non résolue, parce qu'à travers des générations, on a perdu les histoires explicites parce que c'était pas correct. Puis là, maintenant, les jeunes qui veulent retrouver leur histoire puis qui veulent réentendre les histoires, ils sont à la recherche de voir c'est qui un métis. Pour notre génération, la peine identitaire non résolue est palpable. Il y a plusieurs jeunes métis qui cherchent, qui font une quête pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent, c'est quoi leur valeur, leur tradition familiale, qu'est-ce que c'est vraiment d'être métis. On voit de plus en plus que des jeunes qui s'affichent comme métis, mais plusieurs d'entre nous se posent la question, bien, comment est-ce qu'on traduit ça dans une identité moderne en tant que jeune personne métisse? On ne peut pas retourner vivre dans le passé. On doit avoir une identité qui est propre à nous. Mais comment est-ce qu'on fait ça quand nos parents ne nous ont pas nécessairement toujours donné les outils pour le faire? Les résultats de la recherche de Stéphane le touchent de très près. Plusieurs de ses conclusions se vérifient dans les expériences vécues au sein de sa propre famille. Il se rend régulièrement à ses Boniface et pendant une de ses visites, j'ai eu la chance de rencontrer sa famille. Je me demandais si tu pourrais me donner juste une brève description de qui sont les membres de ta famille, me les énumérer puis me dire un peu qui ils sont. Il y a mes parents, David puis Huguette Dandonneau. C'est le cœur de la famille, c'est comme toute famille normale, disons, c'est les parents. Puis ça, il y a mon frère aîné, Christian. Lui, c'est le joueur de la famille. Il a toujours aimé jouer, le taquineur. C'est le genre de gars qui achète plus de jouets pour ses fils pour que lui puisse jouer avec. Alors, il y a ça. Comme ça, il y a moi, qui est le deuxième fils. Puis comme ça, il y a mes sœurs plus jeunes, qui sont très artistiques. Des gros cœurs, ils adorent explorer, ils adorent faire l'expérience de toute nouvelle chose. Ça, il y a mes neveux, il y a Justin puis Théo, puis Amélie, qui sont les petits à mon frère. Et puis, il y a ma fille, Lydia, puis il y a mon fils, Emery. C'est une belle grande famille. Belle grande famille qui continue à grandir. Ouais. Quand tu viens ici, tu visites aussi ton grand-père. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de visiter avec lui? C'est une personne très importante dans ma vie, tu veux dire. Surtout que maintenant, sa santé s'affaiblit beaucoup. Et puis, il est rendu au temps où il veut raconter ses histoires. Avant ça, on parlait de qu'est-ce qu'on faisait maintenant, comment ça va, c'est quoi la job, ainsi de suite. Là, c'est rendu au point où c'est plus comme il veut me léguer des histoires et des choses du passé. Toi, tu m'as demandé, puis comment est-ce qu'il va, Timry? Est-ce que ces interactions-là, c'est quelque chose que tu recherches? C'est pas nécessairement que je suis à la quête de ces histoires-là, mais c'est clair que quand quelqu'un comme ça est ouvert à ça, c'est clair que j'écoute, puis je me tais, puis j'y pose plein de questions. Est-ce qu'il s'affichait comme métis? Non. Jamais dans sa vie? Maintenant, si tu lui demandes, t'es-tu métis, je pense qu'il dirait... le lendemain, il te dirait oui.
Mais c'est un Canadien français. Pourquoi le changement? Bien, je pense que c'est parce que c'est correct, maintenant, de s'afficher. Il y a plus peut-être que lui, il sent plus le stigma négatif associé, parce qu'on s'entend que dans son temps, il y avait un stigma négatif associé au métis. Alors, je pense que maintenant, c'est correct, il y a la fierté. Il voit surtout que nous, ses petits-fils, puis ses petites filles, on est fiers de ça. Puis lui, il veut nous supporter là-dedans. Alors donc, je pense que il se sent à l'aise de le déclarer, de se dévoiler. Je m'en vais rencontrer les parents de Stéphane, David et Huguette Dandeneau. La fierté métisse s'est rallumée dans les années 80 quand le Festival du Voyageur, une grande fête hivernale à Saint-Boniface au Manitoba, leur a demandé de devenir les ambassadeurs de la fête. Je me demande si eux aussi ont dû cacher leur identité métisse. À l'école, s'il y avait des métis qui se faisaient taquiner, puis il revenait à la maison, son père, il disait « Oh non, non, jamais, jamais que tu devrais rire d'un métis, etc. » Donc, sans trop nous dire qu'il était métis. C'est peut-être pour ça. Lui, il savait. Mais je pense qu'il voulait, à cause de ça, il voulait pas que, justement, que les métis se fassent dénigrer. Il interdisait carrément à ses enfants de dénigrer un autre petit métis. Mais je pense qu'est-ce qui est resté comme dans notre génération, c'est qu'on n'a pas été accepté de la culture anglaise. Les Anglais, je m'excuse, ne nous ont pas acceptés comme on était. Ils n'ont pas valorisé nos traditions. On s'est toujours senti un peu on se sentait pas bien parce qu'on se sentait que c'était pas accepté. Mes parents étaient entrepreneurs, mon grand-père était entrepreneur. Il devait faire attention s'il voulait avoir le marché anglophone, le petit marché anglophone dans son village natal. Parce que lui, il devait être d'accord avec tout le monde. Il ne pouvait pas s'afficher vraiment fortement comme entrepreneur. Est-ce qu'il allait, pour prendre l'expression de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il allait underground un peu? Probablement. Je pense que c'est ça, comme j'ai remarqué avec papa même. C'était quelque chose qui était il était toujours neutre. Mais à la maison, il n'était pas neutre. Mais quand je le voyais avec les Chevaliers Colons, avec la Chambre de commerce, avec des anglophones qui venaient justement au magasin pour faire des achats, c'était un homme qui était neutre, plutôt neutre. Mais c'est curieux, parce qu'il arrivait à la maison, là, il nous parlait vraiment de, Alors pour lui, l'identité métisse se vivait en famille. Ouais. C'est pour ça qu'avec nos enfants, nous, on n'a jamais parlé, je pense, de ces incidents négatifs. C'était toujours d'une façon très positive. Alors, je suppose qu'ils ont pris ça dans le sentiment de c'est quelque chose de très bien. Et puis, après ça, bien, c'est à eux là, d'aller avec. Puis chacun d'entre eux le vivent à leur propre façon. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça la différence entre notre génération et celle de nos enfants. C'est qu'ils n'ont pas cette honte-là qui les recule. Ouais. C'est que nous, ça nous a reculé beaucoup. C'est surtout nos parents qui ont effectué le cambriolage social. Ils ont été, pendant 1-2 générations, des caméléons sociaux. Ils se sont fait dire par leurs parents, nos grands-parents, « Ferme ta gueule, cache tes couleurs pour t'intégrer dans la société. Va chercher ton éducation, va chercher ta job, va chercher, puis sors-nous de la pauvreté. Puis pour te sortir de la pauvreté, pour éviter la discrimination, puis pour avoir ta job, faut que tu te caches un peu de qui tu es. » Ce qui est aussi qu'il y a... Alors, ils sont devenus... c'est ça, ils sont devenus des caméléons sociaux. Alors, nous autres, on pense que cet aspect de cambriolage social a permis à nos parents de s'intégrer dans la société dominante. Mais le flip side, c'est que ça a perpétué cette peine identitaire qui est non résolue. Alors, c'est pour ça que là, on est correct. Le cambriolage social nous a passé à travers la discrimination, à travers la pauvreté. Là, on est correct. Là, ce qu'il faut travailler, c'est notre trou culturel. Puis c'est pour ça qu'on se pose des questions. Parce qu'on a notre maison, on a notre famille, on est sécuritaire, on a notre bouffe. Mais là, on se dit, ben, comment est-ce que je fais cette tourtière-là? T'sais? Comment est-ce que je la fais, là? C'est quoi la recette? Oui, puis il y en a de ça qui est perdu. C'est ça. Comme est-ce que c'est trop tard
Pour certaines familles, oui. En général, non, aucunement. Parce que je crois fermement là, que ces souvenirs-là, là, c'est dans nos tripes. C'est dans toutes les tripes là, des jeunes qui existent. Ce que j'entends de toi aussi, c'est que cette culture-là existe, mais qu'on l'a peut-être pas identifiée comme étant une culture métisse. Exactement. Au degré où ça l'est vraiment. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est le plus gros défi pour notre génération, c'est d'arriver à c'est quoi, c'est qui on est. Parce qu'on vient tellement... Ça a été caché, on nous a protégés de cette menace, mais à cause de ça, il y a beaucoup plus de questions, beaucoup plus de confusion. Stéphane estime que pour redécouvrir notre culture, notre génération doit partager ses histoires de vie. Je rencontre ses frères et ses sœurs pour savoir comment ils vivent, chacun à leur manière, leur identité métisse. Hey, Christian. Salut, comment ça va? Viens te voir. Christian est entrepreneur. Il a fondé une entreprise de nouvelles technologies avec 2 autres métisses du Manitoba. Leur mission est d'opérer un changement dans la communauté autochtone en favorisant leur intégration via les nouvelles technologies. Il dit que sa culture métisse se fait particulièrement sentir dans sa créativité et aussi dans ses valeurs. C'est quoi les valeurs métisses en particulier? Je pense que, comme je disais, c'est certainement la persévérance. Dans notre famille, ça a été quelque chose qui était fort. C'est de ne pas nécessairement arrêter quand tu as des obstacles, de pouvoir continuer à travers. Puis le travail fort, le travail de ne pas vraiment avoir peur de vraiment se mettre à l'œuvre et puis de faire ce qu'on a besoin de faire pour atteindre nos objectifs. Penses-tu que c'est des valeurs qui sont particulièrement métisses? Si je regarde aux gens qui étaient vraiment importants dans la culture métisse, c'est des valeurs qu'il y avait. Alors, j'assume que c'est quelque chose que c'était... Il y avait une différence dans ce groupe, cette communauté-là, les métis. Il y avait une différence. Ils faisaient des choses différemment. Il y avait différentes perspectives. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Ça fait partie de la culture métisse. Andréane est une dessinatrice de mode. Elle dirige sa propre entreprise. Ses vêtements sont une fusion des designs européens avec l'art autochtone. Andréane dit que ses racines métisses se reflètent dans son caractère et dans l'audace de son travail. Sa mère, Huguette, la conseille sur les décisions d'affaires et son père, David, travaille en étroite collaboration avec elle pour créer les motifs qu'elle imprime sur ses vêtements. Ah oui. Je trouve que mon père, moi, je le trouve comme un grand artiste parce que, tu sais, le fait que je voulais... moi, je pense, OK? OK, oui, OK, merci. C'est pour ça que je suis tellement fière d'avoir tes designs. Mais, tu sais, que le fait que, tu sais, il a créé ça ici pour moi. Puis moi, je voulais quelque chose autour de mon jacket. Puis, c'est lui qui a créé ça s'appelle Spirit of the North. C'était la fusion. Je pense que je m'inspire souvent des métis. Comme le métis, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de différentes cultures, de différents groupes, puis il fusionnait. Il faisait quelque chose de nouveau. Et donc, je me dis, bon, je me suis questionné, est-ce que vraiment je devrais emprunter le style Haida, tu sais, des Autochtones, des Premières Nations de la côte ouest? Mais je me dis, un métis ferait ça. Il prendrait un petit peu de là, puis un petit peu de là, puis il mélangerait ça, là. Ben oui. Puis un bon roubabou, puis tiens, voilà. Alors, c'est ça. Alors, puis l'aigle, évidemment, la plume d'aigle, c'est les Premières Nations des Prairies. C'est très fort. Donc, intégrer ces 2 formes-là, et avec le style qui est décidément Haida, ça faisait que ça allait bien avec ce genre de manteau-là. Puis là, Le fait que c'est coupé ici, je trouvais que c'était comme... Marie-Josée, la sœur jumelle d'Andréane, est une musicienne bien connue à l'échelle internationale. Oh My Darling, un groupe musical de Winnipeg qui connaît beaucoup de succès, fait partie de ses nombreux projets. Ce groupe a récemment lancé un album qui met en valeur l'héritage métis de Marie-Josée.
Certaines des chansons ont même été inspirées par les écrits de Louis Riel. C'est ça qui a vraiment déclenché l'album, parce qu'on a regardé à l'autre des autres poèmes, puis on a regardé aussi à d'autres, à la vie à Louis Riel, avec son amour pour Evelina, puis comment que il était en amour avec elle. Ça, c'était son amour, et puis il ne pouvait pas se marier parce qu'il était métis. La culture vit dans moi et se représente à travers la musique, à travers mes performances, les chansons que je compose. C'est beaucoup des chansons. Incorporer les paroles de Louis Riel ou les histoires que mes parents même, quand ils étaient petits, ou mes grands-parents, parler avec eux, puis parler avec qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes. Alors ça, c'est un peu plus la culture pour moi, avec partager, entendre les histoires du vieux temps, puis des ancêtres, et puis les apporter dans ce temps ici, puis faire quelque chose avec. Si vous aviez à laisser un message pour la prochaine génération des Métis, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est quoi votre message aux prochains qui vont suivre dans les traces? Je dirais, oubliez pas d'où vous venez. Parce que pour nous, c'est vraiment une génération où on doit se réapprendre notre culture. Il y a tellement de choses qui ont été perdues, il y a tellement de choses qui ont été oubliées. Nos grands-mères ne nous ont pas raconté toutes les histoires. Et donc, c'est vraiment à notre génération de commencer à recreuser, puis de se remémorer ces vieilles chansons, ces vieilles histoires. Et donc, pour moi, ce serait pour léguer à elle, oublie pas le travail que je suis en train de faire pour te remémorer ces histoires-là. Je pense qu'il y a une vérité importante dans le fait de reconnaître d'où on vient pour savoir qui on est aujourd'hui. Et c'est aussi vrai qu'on doit vraiment savoir d'où on vient pour pouvoir envisager l'avenir et savoir ce qu'on veut continuer à transmettre, ce qu'on veut retenir de notre héritage et de le transmettre aux prochaines générations. Et il faut vraiment qu'on se questionne à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut garder, pourquoi est-ce qu'on veut se battre et qu'est-ce qu'on voit comme l'essentiel de notre culture, de notre identité.